Hors série, les dossiers BFM Business. Les paiements cartes et mobiles à l'horizon 2030. Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue dans ce hors-série. Quelle sécurité bancaire pour 2030 ? Nous allons parler des usages prospectifs autour de tout ce que l'on peut faire avec une carte bancaire. On va reparler d'IA, bien entendu, on va parler d'innovation, on va parler de quantique aussi, parce que vous allez voir, ça peut être une menace pour le chiffrement des transactions bancaires. Comment se préparer à la cryptographie post-quantique ? On va vous expliquer tout ça, rassurez-vous. Et puis on va aussi parler alors on va voir comment on conçoit des plans de migration, et puis on va aussi parler des avancées en neurosciences, parce que là aussi, les interfaces avec sa façon de payer, avec même sa carte bancaire, tout ça est en train de se transformer, et on va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Florent Gonmaître, CEO de Cryptonext Security, bonjour. Florent, donc avec vous on parlera de quantique. Loïs Moulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur projet et marketing du groupe CB, donc on va voir tous ces nouveaux usages autour de la carte bancaire. Et puis Romaric Manovelli, bonjour. Vous êtes directeur général de Mentalista. Voilà, le nom nous inspire quelque chose. J'ai parlé de neurosciences. Voilà, on abordera tous ces sujets avec vous. Loïs, je démarre avec vous. Les prochaines frontières à franchir pour les paiements, comment on se projette aujourd'hui pour 2030 ? Évidemment, groupe CB, vous regardez tout ça. On sait que l'usage de la carte est en train de changer. Et là, aujourd'hui, alors, on parle d'IA, ça c'est le quotidien, enfin c'est l'actualité. On va parler quantique, c'est l'actualité, on se projette un peu, puis on parle neurosciences. Alors, déjà, comment on va payer en 2030 on sera toujours dans un monde multi-paiement. Et le CB sera toujours le moyen de paiement préféré des consommateurs et des commerçants français pour leurs dépenses de consommation courante. Oui, parce qu'on en a déjà parlé, même si on utilise moins d'espèces, aujourd'hui on le voit tous, en tout cas dans le monde occidental. La carte bancaire est encore bien présente. Ouais, la Banque de France, d'ailleurs, vient de communiquer aujourd'hui ou hier sur le résultat d'une étude européenne qui montre que pour la première fois, l'usage de la carte bancaire a dépassé en volume l'usage des espèces en France. On est à 43% de paiement en espèces. On était à 70% en 2016, donc on voit un usage qui descend. Mais en même temps, vous avez 50% des consommateurs qui disent qu'ils veulent pouvoir avoir le choix. Oui. Et si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays européens, on sent qu'il y a un plancher en deçà duquel on ne descendra pas, qui se trouve autour de 20%, notamment en Finlande ou aux Pays-Bas. D'ailleurs, les espèces commencent à remonter après avoir atteint ce plancher. Donc ça, voilà, espèces et cartes vont coexister, et cartes et mobiles vont coexister, tout à fait, même si on est aujourd'hui encore en forte croissance, 15% des volumes, 33% des porteurs utilisent leur mobile, 43% déclarent que dans notre baromètre qu'ils ne sont pas intéressés à payer avec leur mobile parce qu'ils sont très contents de leur carte bancaire, et pour certains, ils ont aussi quelques craintes injustifié sur la sécurité du paiement mobile. Donc on voit vraiment qu'on est dans une coexistence de moyens de paiement différents, et on aura potentiellement en 2030 un nouveau moyen de paiement dans le commerce qui est le virement instantané avec Wero, la solution pan-européenne. Eh bien, on va parler de tout ça. Et puis, moi, j'entends parler parfois on va payer avec sa paume bancaire, avec sa paume de main. Enfin, voilà, il y a plein d'innovations dans ce domaine. Alors, avant de rentrer plus en détail dans le fonctionnement de la technologie, Romaric, on va parler de neurosciences. Alors, il y a une charte qui a été signée en 2022 par les acteurs bancaires qui ouvre sur la recherche de solutions de paiement plus inclusives, parce qu'il y avait un chiffre. Enfin, voilà, il y a une partie des gens qui sont obligés de se faire accompagner pour payer parce qu'ils ont des déficiences visuelles. Enfin, voilà, des différentes choses. Et vous dites, l'authentification d'un individu, c'est pas aussi évident si on est porté par handicap ou d'une situation particulière. Alors effectivement, il y a aujourd'hui des limites sur les solutions de paiement, notamment pour les personnes à mobilité réduite. L'interface cerveau-machine, qui est une nouvelle interface de communication, permettrait finalement d'ouvrir vers une nouvelle solution de paiement par la pensée. Et c'est un sujet sur lequel on travaille donc avec Lab by CB. L'idée, c'est de pouvoir valider finalement 3 étapes pour aller jusqu'au bout d'une expérience utilisateur. La première étant l'authentification d'un individu de manière unique. La seconde étant la validation de sa motivation à réaliser une tâche ou une action. Puis, on va parler du mot de passe qui va pouvoir se formaliser de différentes manières. Alors, le nom de votre entreprise s'appelle Mentalista. Et donc, on va définir un mot de passe mental, c'est ça ? Alors, expliquez-nous un peu tout ça. Il y a plusieurs pistes en termes d'expérience utilisateur. On va pouvoir tester, par exemple, l'utilisation d'un souvenir qui sera propre à chaque individu. Je pourrais vous raconter le plat que ma grand-mère me faisait lorsque j'étais enfant. Ça peut devenir mon mot de passe, mon souvenir. Et quand bien même je vous donne mon mot de passe, vous serez incapable de reproduire
le schéma, finalement, neuronal pour pouvoir déclencher ce souvenir. Tout comme on travaille, par exemple, sur des sujets de biomarqueurs propres à chaque individu ou de la reconnaissance d'images, c'est-à-dire avoir une stimulation cognitive qui va permettre de déclencher quelque chose dans le cerveau qu'on sera capable de raccrocher à un individu. Alors, on reviendra dans un instant sur justement comment ça fonctionne, toutes ces technologies, parce qu'évidemment, il ne faudra pas être bardé d'un casque plein de capteurs. Et tout ça, vous allez nous expliquer tout ça. Loïs Moulin du groupe CB, en quoi ces technologies, justement, elles intéressent le groupe CB et comment vous travaillez ensemble? On a cité le lab by CB. Tout à fait. La rencontre avec Mentalista, c'est une rencontre entre le lab by CB et Mentalista, où les premiers échanges, c'est en 2020, et puis on a repris contact en 2023, je crois, à l'occasion de Vivatech. Le lab by CB, sa motivation, c'est se projeter dans des nouveaux usages avec l'utilisation de technologies émergentes. Et le sujet de l'authentification, le Lab by CB, c'était le premier à avoir testé la carte à empreinte digitale sur le territoire français. Et le sujet de l'authentification, qui est très importante en commerce électronique, et dont notamment l'authentification biométrique, ça nous intéresse. Donc, on parle beaucoup d'empreinte digitale, de reconnaissance faciale, on parle aussi un peu de paume de la main. Mais voilà, ce qui nous a intéressé dans Mentalista, c'est finalement une nouvelle forme de biométrie potentielle, qui est les ondes cérébrales. D'ailleurs, dans le baromètre, on a posé la question à nos utilisateurs, est-ce que vous êtes prêts à vous authentifier avec les ondes cérébrales? Et de manière très surprenante, 27% d'entre eux disent oui, pourquoi pas. L'empreinte digitale, pour comparer, c'est 53%, la reconnaissance faciale, 43%. Donc 27% pour quelque chose qui est quand même extrêmement prospectif, c'est quand même un signal très encourageant. Donc le sujet de l'authentification nous intéresse et le sujet de l'accessibilité nous intéresse. En dehors de la charte, on est en pleine implémentation de la directive européenne sur l'accessibilité. Il y a tout un plan d'action sur les terminaux de paiement pour les rendre plus accessibles, notamment aux personnes en situation de handicap visuel. Mais on souhaite encourager toute innovation qui permet, notamment dans le commerce électronique, de faciliter la vie et l'utilisation de ces solutions par les personnes en situation de handicap. Et c'est là où c'est pour ça que ce cas d'usage, signature mentale, appliqué à l'authentification dans un contexte de e-commerce, ça répond à tous ces enjeux. Ça nous intéresse de poursuivre, de commencer l'aventure, de la poursuivre, parce qu'avant qu'on passe à l'échelle, il va y avoir un certain nombre d'étapes à franchir. Oui, bien entendu. Et on va revenir sur ces technologies, notamment sur les données qui transitent. Enfin, c'est passionnant dans ce domaine. Alors, tout autre domaine, mais on va rester évidemment dans le domaine du paiement, très lié à la sécurité, c'est la cryptographie post-quantique, avec vous, Florent Gaumêtre. Alors, le marché quantique devient de plus en plus mature, on le voit encore, il y a quelques jours, c'était Microsoft qui dit on a encore franchi une étape. On a de belles entreprises en France, de bons fonds d'investissement aussi qui sont derrière. Le quantique peut résoudre beaucoup de problèmes, et notamment sur le chiffrement. Et on s'inquiète forcément, quand un jour ces technologies seront complètement matures, de pouvoir chiffrer, de pouvoir lire des données qui sont chiffrées d'aujourd'hui, mais pas seulement. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire, et vous vous intéressez justement à ça, des outils de crypto post-quantique. Alors expliquez-nous à quoi ça correspond. Alors effectivement, comme vous l'avez dit déjà, l'ordinateur quantique, c'est plein d'opportunités, mais c'est aussi une menace, et on sait que demain, ce sera capable de casser notre cryptographie couramment utilisée. Par exemple, quand vous faites des paiements, c'est ce qu'on vient de dire, mais quand vous allez sur un site web sécurisé, quand vous utilisez de la blockchain, donc des crypto-monnaies, quand vous vous authentifiez, quand vous faites de la signature électronique, donc cette cryptographie, elle est partout, et elle est menacée. Et c'est la crainte aujourd'hui, parce que souvent on entend des vols de données d'aujourd'hui, on se dit, si certaines de ces données sont déchiffrées un jour, ça pourra peut-être poser des soucis. Exactement, ça c'est ce que vous dites, c'est qu'on sait qu'il y a des organisations qui sont en capacité de collecter toutes nos communications pour les stocker en vue de les décrypter plus tard quand un ordinateur quantique suffisamment puissant sera disponible. Donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu de s'y préparer maintenant. Alors il y a des solutions qui existent et qui sont basées en fait sur un nouveau type de cryptographie qu'on appelle la cryptographie résistante au quantique ou cryptographie post-quantique tout simplement. Et nous, chez Cryptonext, donc nous, on est une start-up fondée en 2019, on est une spin-off d'instituts de recherche, INRIA, CNRS, Sorbonne. Et notre métier, c'est justement d'aller développer des solutions logicielles basées sur cette nouvelle type de cryptographie post-quantique pour aider les organisations à migrer leurs infrastructures, leurs produits vers le post-quantique. Alors justement, comment elles font ces entreprises? Comment elles industrialisent tout ça? J'imagine on fait d'abord un plan d'audit, et puis ensuite comment on déploie? Comment ça se passe? Comme effectivement l'enjeu, c'est que la cryptographie, elle est enfouie partout dans nos systèmes, en fait, les organisations, les entreprises vont avoir des véritables plans de transformation, plans de migration à faire. Et il y a un certain nombre de premières étapes qu'on préconise.
La première, c'est de faire des pilotes, c'est-à-dire de tester des cas d'usage concrets de bout en bout. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec CB. Et là, on peut citer des exemples, upgrader des applications métiers, des VPN, des applications de messagerie. L'objectif derrière, c'est d'aller, bien sûr, tester des solutions techniques, mais aussi acquérir de l'expertise. Deuxième sujet très important. Allez-y, deuxième sujet. Deuxième sujet très important, c'est la notion d'inventaire. En fait, dans les grandes organisations, la cryptographie étant partout, elle n'est pas toujours parfaitement inventoriée de manière exhaustive. Et donc là, il y a un enjeu de mise en place d'outils pour pouvoir détecter quelle est la cryptographie effectivement utilisée dans mon organisation. Et ça, c'est une première brique pour concevoir ensuite des plans de migration. D'accord. C'est-à-dire vous faites à la fois vous allez faire à la fois le test pour voir si ces données pourront être déchiffrées un jour, et puis vous allez aussi regarder comment mieux les chiffrer aujourd'hui. C'est ça un peu les deux objectifs? En fait, il faut effectivement conduire les deux actions en parallèle, c'est-à-dire préparer sur le long terme cette migration en sachant où on est aujourd'hui, donc faire un inventaire, et puis deuxièmement, se préparer à demain en commençant à mettre en œuvre sur des périmètres réduits cette cryptographie post-quantique. Et les entreprises aujourd'hui, elles sont conscientes que le quantique, elles voient que c'est une technologie. On parle plus de 2100 ou on est vraiment un peu plus dans le concret aujourd'hui. Et ça, vous le sentez aujourd'hui, ces entreprises? Oui, il y a une prise de conscience majeure. On le voit dans les infrastructures de paiement, c'est des infrastructures complexes où il faut s'y prendre d'avance. Il y a un enjeu de temps de transition qui est très important. Il y a un certain nombre de messages des gouvernements sur ce sujet. Quand vous êtes une organisation qui manipule des données secrètes sensibles, par exemple des secrets de R&D, des secrets de défense, évidemment, vous comprenez qu'il faut s'y prendre maintenant. Loïs, donc là, on est vraiment encore une fois dans les enjeux prospectifs en matière de transactions bancaires, de sécurité. Là, évidemment, et puis là, on est dans le concret de ce qu'on a raconté. Tout à fait, parce que ce que disait Florence, c'est la cryptographie. Dans le paiement, il y en a partout, dans votre carte à puce, dans votre téléphone mobile, dans les terminaux de paiement, dans les réseaux, dans les protocoles d'échange. Et la cryptographie, c'est un des piliers de la sécurité du système CB. Et l'une de nos missions, c'est de maintenir cette sécurité, gérer l'obsolescence prévisible, etc. D'ailleurs, depuis 40 ans que CB existe, il y a eu d'autres migrations cryptographiques. Là, on a déjà plus récemment, dans cette menace qui n'est plus fantôme, mais qui est une menace, dans cette menace quantique, qui est une menace réelle, on est en fait en plein dans les recommandations de la NSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui invite toutes les industries, pas simplement la nôtre, à faire cet inventaire, intégrer cette menace dans leur analyse de risque et faire des tests de solutions d'algorithmes hybrides. Et c'est tout l'enjeu de la coopération qu'on a. On a déjà fait des choses dans les cartes, dans les terminaux, mais on s'intéresse plutôt là au niveau du commerce électronique. Et l'un des sujets, c'est pas d'identifier nécessairement l'algorithme qui va résister, parce que ça c'est déjà fait, et à mon avis Florent pourra mieux l'expliquer que moi. Mais le commerce électronique et le paiement sur Internet, c'est du temps réel, et donc il faut qu'on vérifie que cette nouvelle cryptographie, elle ne met pas 3 secondes à s'exécuter pour une transaction, parce que 3 secondes, c'est rédhibitoire. On parle de quelques millisecondes. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça y est, on s'habitue à ce que tout soit en temps réel. On veut tout de suite que ça bascule vers son téléphone mobile, que ça revienne vers l'application et qu'on puisse commander son produit tout de suite, notamment dans la partie e-commerce. Je reviens vers vous. Alors, on bascule du quantique vers le pilotage par la pensée. Donc, Mentalista, c'est une solution. Donc, il faut qu'il y ait deux parties qui discutent ensemble par la pensée. Comment vous allez chercher justement ces informations cérébrales? Je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas qu'on soit tous bardés de capteurs sur le cerveau comme on peut l'imaginer. Mais comment ça se passe? Alors déjà, on va faire juste une petite introduction sur les technologies invasives et non invasives. Invasive, c'est lorsqu'on va rentrer un capteur à l'intérieur de la boîte crânienne. Non invasif, c'est que finalement, on va poser des capteurs à certains endroits de la tête qui vont collecter naturellement des impulsions électriques. Alors, ça passe par tout un écosystème hardware et software, donc matériel, logiciel. Le principe, c'est de pouvoir déjà transformer un signal analogique en un signal numérique à travers un petit composant qui va permettre de traduire cette information. Ça, c'est ce qu'on arrive déjà à faire. On l'a déjà vu dans les labos. C'est utilisé effectivement dans les laboratoires, principalement dans la santé. On va avoir une question d'usage. Effectivement, on ne va pas se barder de capteurs sur la tête. Le positionnement de Mentalista aujourd'hui, c'est de rendre possible finalement l'intégration des neurotechnologies dans les objets du quotidien. Donc ça veut dire
une paire de lunettes, une casquette, un bandeau de sport, un casque de sécurité, tout ce que vous avez l'habitude de mettre déjà sur la tête, on va pouvoir intégrer des capteurs. On a une deuxième partie qui est extrêmement importante, qui va être l'analyse de ces données. La capacité, finalement, à bien comprendre et à être sûr de comprendre. On va parler d'indice de confiance d'un algorithme, ce qu'est le stress, ce qu'est une émotion, ce qu'est une intention, etc. Pour cela, on a développé de manière native dans notre technologie ce qu'on appelle de la multimodalité. C'est-à-dire qu'en gros, l'information cérébrale seule n'apporte pas grand-chose en soi. Là où elle va avoir du sens, c'est lorsqu'elle va être comparée avec tout un tas d'autres données. Donc, dans cette logique de multimodalité, on va parler de données physiologiques, des pulsations cardiaques, des températures corporelles, la sudation de la peau, qui vont donner de l'information finalement sur l'état cognitif de l'individu. Et en comparant ces données cérébrales avec physiologiques, ça va permettre d'améliorer l'indice de confiance des algorithmes. Le second volet, qui est tout aussi intéressant, notamment pour pouvoir interagir avec notre environnement connecté, c'est cette multimodalité avec des capteurs qu'on va appeler environnementaux. Donc ça peut être un player vidéo, ça peut être un terminal de paiement. Et l'idée aussi dans cette logique temps réel, dans cette logique d'usage, c'est que finalement les informations soient synchronisées à un instant T. Ça va permettre de contextualiser finalement cette analyse comportementale et de pouvoir déclencher des actions en fonction de notre situation. Je reviens sur l'exemple que vous citiez tout à l'heure d'avoir un mot de passe qui soit la recette préférée comme préparer ma grand-mère. Comment ça se passe ça, très concrètement, ce type de démarche? Alors, le principe, c'est finalement, il va falloir créer son mot de passe. Donc, il va falloir entraîner un algorithme à reconnaître notre mot de passe. De la même manière qu'aujourd'hui, on va faire un captcha, on va cliquer sur plusieurs images. C'est un petit peu le même principe. Donc, on va créer son mot de passe, on va l'entraîner. À partir de là, un algorithme sera là pour reconnaître, tout simplement, lorsque l'individu est connecté. D'accord. Donc, c'est vraiment une communication temps réel entre l'homme et la machine. C'est une nouvelle interface de communication qui va permettre de faire tout un tas de choses. Donc, il y a toute cette phase d'apprentissage, d'entraînement. Absolument. Et alors, autre chose intéressante, quand on a préparé cette émission, c'est vrai que vous avez soulevé ce problème, et moi, je n'y avais pas pensé, c'est données cérébrales. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est des données personnelles? Est-ce que c'est des données de santé? Est-ce que c'est un peu tout ça? Parce que là aussi, il y a un cadre qui n'est pas tout à fait clair. Enfin, voilà, comme on en est au début, et il faut attendre que tout ça se forme, mais c'est intéressant. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. En fait, il n'y a pas de définition exacte de la valeur d'une donnée cérébrale. Ça va dépendre de son usage. Lorsque vous utilisez une donnée cérébrale dans un cadre clinique, pour une détection de pathologie ou pour un suivi, il n'y a pas de sujet. Les données sont personnelles, on est le patient, les données sont médicales, puisque c'est en vue d'effectuer un diagnostic. La question se pose maintenant lorsqu'on utilise ces données cérébrales dans notre quotidien, pour allumer notre ordinateur, valider un paiement, changer de chaîne, etc. Là, à l'heure où on parle, il y a un vide juridique. C'est-à-dire que les données, du fait qu'elles ne sont pas utilisées dans un cadre clinique, ne sont ni considérées comme des données médicales, ni considérées comme des données personnelles. Donc, on échange très régulièrement avec la CNIL. Nous avons déjà anticipé tout ça, c'est-à-dire que les données sont hébergées sur des serveurs avec les certifications ISO médicales. Et maintenant, la prochaine étape, c'est un peu de reproduire ce qui s'est passé, par exemple, au Chili, qui a été le premier État à créer une charte de neurodroit, justement, pour encadrer l'utilisation de ces données, le stockage, le traitement et la sécurité de ces données cérébrales. Donc, on compte également sur CB pour pouvoir échanger avec les pouvoirs publics, voire les institutions européennes, puisqu'il va falloir que ce soit forcément légiféré au niveau européen. Avancer dans ce sens. Alors, sur le même angle, Florent, vous parliez tout à l'heure de concevoir des plans de migration, donc rappel sur la cryptographie post-quantique. J'imagine que aussi tous ces processus, ça respecte des standards. Hein. C'est le National Institute of Standard Technology. Là aussi, c'est assez rigoureux parce que justement, il ne faut pas vous engager dans des champs trop larges. Oui, effectivement. En matière de cryptographie, en fait, les standards, c'est un fondamental, c'est un élément de confiance d'abord. Il faut avoir confiance dans l'algorithme utilisé. Et puis, c'est un élément aussi d'interopérabilité. Je dois pouvoir communiquer avec vous suivant un protocole que chacun connaît. Donc ça, c'est le premier élément. Après, on comprend bien que notre sujet de cryptographie, de menace quantique, c'est un sujet majeur de sécurité pour les entreprises, mais aussi nationales. Donc là, évidemment, les gouvernements se préoccupent de ça.
Et vous avez cité le NIST aux États-Unis, qui a déjà lancé une compétition il y a 8 ans maintenant pour sélectionner, déterminer de nouveaux standards de cryptographie post-quantique. Donc ça a été fait en août dernier, 2024. Et puis par ailleurs, vous avez cité tout à l'heure les agences européennes, hein, elles agissent aussi. Il y a l'ANSSI en France qui a publié un certain nombre de recommandations. Il y a eu un papier en fin d'année dernière de 15 agences européennes stimulant les organisations à initier dès que possible la transition, notamment pour ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, le fameux Harvest Now Decrypt Later, où je collecte pour déchiffrer plus tard. Donc voilà, les agences évidemment poussent pour stimuler la migration et sur la base de standards partagés par tous. Et alors, Florent Grandmaître, chez Cryptonext Security, comment vous évaluez aussi les performances de vos solutions, hein, de savoir si ça fonctionne, si ça fonctionnera dans le futur? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, il y a plein d'enjeux sous-jacents. On peut en citer quelques-uns. Des enjeux, par exemple, qu'on teste avec CB, c'est des enjeux de performance pure. Cette cryptographie post-quantique, elle peut être un peu plus lourde en termes de calcul, induire peut-être sûrement même de la latence. Donc, typiquement, nous, on vérifie que les solutions déployées passent le cap du Black Friday, qui est la plus grosse journée en termes de paiement, de connexion de terminaux de paiement, etc. Mais d'un tout autre domaine, si je prends par exemple dans le spatial, on travaille avec le CNES pour implanter ces algorithmes de cryptographie dans des solutions dites embarquées, donc des environnements plus contraints. Donc là où on a moins de capacité de mémoire, moins de capacité de calcul. Ou troisième exemple que je peux citer, par exemple pour les banques centrales, il y a un enjeu d'interopérabilité entre des systèmes tiers. Et là, on a déployé pour Banque de France et l'autorité monétaire de Singapour des solutions de chiffrement d'emails entre ces deux entités. Oui, puis Loïs Moulin insistait là-dessus tout à l'heure, c'est le côté temps réel aussi qui est important. Et là, j'imagine, voilà, on ne s'attend plus aujourd'hui à avoir le petit sablier qui tourne en attente. Donc j'imagine ça, c'est c'est une de vos contraintes fortes, Florent Gomez. L'exemple des paiements, c'est un super exemple concret. Les gens ne veulent pas attendre devant leur terminal. Mais vous avez dans le domaine de la finance, quand il y a des microsecondes. Des enjeux de trading avec de la microseconde. Donc les enjeux où on a de la performance, ils sont partout, hein, évidemment. L'exigence, mais même vous, quand vous utilisez votre application de messagerie, vous n'avez pas envie d'attendre 3 heures pour établir le tunnel de communication avec votre voisin. Et ça viendra avec les futures aussi technologies quantiques, l'ordinateur quantique, tous ces puces quantiques qui vont arriver et qui vont accélérer aussi. Oui, effectivement, il y a des enjeux d'accélération dite matérielle qui peuvent être utilisés dans certains contextes. Voilà, c'est très important. Et là, aujourd'hui, vous travaillez avec des outils de simulation, j'imagine, de simulation quantique en amont. Alors, les solutions que nous on propose, elles se déploient déjà sur les infrastructures existantes. D'accord. Voilà, on peut déployer ça sur son smartphone, dans l'embarqué sur des petits processeurs, dans des outils pour établir des tunnels, des serveurs pour établir des tunnels TLS, etc. Donc, la question que vous posez, c'est peut-être est-ce que ces solutions sont effectivement résistantes à l'ordinateur quantique qui va apparaître demain? Donc ça, c'est tout le fruit du travail qui a été fait notamment par le NIST, qui consiste en fait à établir un consensus scientifique sur le fait que ces algorithmes standardisés sont effectivement bien résistants à l'ordinateur quantique. Loïs, il nous reste un peu moins de 2 minutes pour conclure. Donc justement, on voit 2 exemples classiques. C'est vrai qu'on n'aurait pas associé tout de suite ces technologies, ces innovations à l'univers de la carte bancaire. Donc neurosciences pour intégrer cela à une expérience utilisateur différente. Et puis le quantique pour sécuriser davantage nos transactions. C'est 2 grands axes de vos développements sur lesquels vous travaillez au groupe CB. Tout à fait. Il faut qu'on soit évidemment prospectif. Hein. Là, on a un plan stratégique qu'on exécute, mais on se projette déjà dans le prochain plan, stratégique. À la fois donc sur les usages, sur la cryptographie, sur l'intelligence artificielle. Hein. On l'utilise déjà beaucoup de manière industrielle dans la lutte contre la fraude, mais on va encore plus l'utiliser dans les années à venir. Et en fait, c'est tout un ensemble de sujets qu'on va d'ailleurs adresser au prochain sommet CB le 18 mars, où d'ailleurs Mentalista et Cryptonext Security seront présents, où on va parler de souveraineté dans les paiements, de sécurité, d'innovation dans la carte bancaire, parce que la carte bancaire, ce support physique, qui sera aussi toujours porteur d'innovation, de paiement dans les transports, de résistance quantique, de lutte contre la fraude, d'intelligence artificielle, les enjeux, donc plein de sujets très intéressants qui nous permettent de sortir un peu le nez du quotidien. Mais on a besoin, c'est
parce que notre rôle en CCB, c'est pas de gérer que le quotidien, c'est se projeter dans l'avenir pour que ce moyen de paiement reste le moyen de paiement préféré. C'est exactement ça, parce que pour être sur des émissions Tech & Co sur BFM Business, le pilotage par la pensée, on en parle beaucoup. Le quantique, je pense qu'on en parle, on en dit au moins un mot. Au moins tous les soirs. Donc voilà, on voit que ce sont vraiment des sujets d'actualité. Merci à tous les trois. Loïs Moulin, directeur projet marketing du groupe CB, Florent Grandmaître, CEO de Cryptonext Security, et Romaric Manovelli, directeur général de Mentalista. Merci d'avoir été avec nous. C'était passionnant, vraiment tous ces univers, et puis d'avoir chacun exploré ces nouveaux univers autour des paiements, des transactions bancaires sécurisées. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour un nouveau hors-série BFM Business. Hors série, les dossiers BFM Business.